c'était l'hiver 2021. Après avoir été mis à l'eau 2 fois, le bateau était de retour à la shop. On avait vraiment beaucoup de pain sur la planche. D'abord, on voulait remplacer le moteur parce qu'on s'était rendu compte que le 20 force d'origine, c'était pas assez pour pouvoir aller à la vitesse de coque sans que le moteur force trop. Puis on avait assumé qu'on allait avoir un moteur Sailor au lieu qu'un voilier de près. Ensuite, il y a aussi toutes les finitions intérieures, les vingrages qu'on voulait faire pour cacher enfin le maudit uréthane parce que c'était vraiment pas vivable dans la poussière d'uréthane. Puis ensuite, il y avait le réservoir de storage de diesel qui est dans le fond qui est dans la quille qu'on voulait couper, sandblaster l'intérieur et le nettoyer pour pouvoir mettre du diesel à long terme dedans. La première étape, c'était de riguer quelque chose pour pouvoir être capable de sortir le vieux moteur du bateau. Comme tout ça avait été un peu sketch, il allait falloir arriver avec quelque chose de mieux pour mettre le moteur neuf dedans. On a revendu le vieux boc pour le prix des morceaux qu'on avait utilisés à leur montant. Cet argent-là servira à payer les taxes du moteur neuf. Pour faire le choix de la nouvelle marque du moteur, ça a quand même été compliqué. Plusieurs marques comme Volvo étaient compliquées à avoir au Canada, tandis que Yanmar, qui était notre deuxième choix, était rendu full électronique en 2021. C'était le Common Rail, le seul modèle qu'on pouvait avoir. Alors notre choix s'est arrêté sur Beta Marine, la version marinisée de Kubota. Avec les plans du moteur Beta 38HP, on a pu faire un dummy de moteur, puis ça a facilité la modification des assises. Après avoir coupé les vieux frames, il suffisait d'en refaire des nouveaux avec des flatboards en acier. Le dummy du moteur a quand même aidé, mais il a quand même fallu aligner ça avec le milieu du stern tube à l'aide d'un laser. Pour respecter la garantie du moteur, il fallait grossir la sortie d'exhaust à 2 pouces et grossir l'entrée d'eau de mer à 3/4 de pouce. Un coup ça tout fait, il suffisait de repeinturer la salle des machines. On en a aussi profité pour repeinturer au complet tous les fonds du bateau avec une dernière couche de peinture. À ce moment-là, il fallait attendre de recevoir le moteur qui était en commande. Alors, on a attaqué le projet de la tank à fioul qui est dans la quille. Ce bateau-là, le premier 2/3 en avant de la quille, c'est rempli en ciment. C'est ce qui fait de l'est du voilier. Puis le tiers en arrière, c'est la tank à fioul. Le seul accès à ce tank à fioul-là, c'était par un petit trou 5 pouces de diamètre juste en avant du moteur. Par ce trou-là, on ne pouvait pas nettoyer la tank parce qu'on avait mal accès, mais on pouvait seulement voir que la tank était pleine de rouille, puis de sable, puis de débris. Alors les premiers étés, qu'est-ce qu'on faisait pour avoir notre fuel, c'est que dans le fond, on se servait seulement de la tank journalière, la D-Tank, qui est un réservoir en plastique de 100 litres. Par contre, 100 litres, c'est assez pour se promener autour, mais pour faire de longs voyages, on voulait récupérer la capacité totale du bateau. Avant de couper au plasma dans le côté du réservoir qui était plein de vapeur de diesel, on l'a rempli plein d'eau. En plus de flusher les fumes, qu'est-ce que ça a fait, c'est qu'on a été capable de mesurer le sounding dans la tank à chaque 10 litres qu'on rajoutait, et puis on a été capable de créer une sorte de sounding table du réservoir. Une fois qu'on a enlevé le premier morceau, on a été capable de confirmer que le réservoir était plein d'une sorte de sable. Les évidements dans les frames transversaux étaient vraiment petits. On les a agrandis pour permettre un meilleur accès dans le futur, pour pouvoir nettoyer la tank au complet par le seul petit trou d'accès qui est dans le milieu de la tank. Une fois que le côté de la tank a été ouvert au complet, il suffisait de passer la sandblast et nettoyer comme il faut le dedans du réservoir. Une fois que le sandblast et la balayeuse ont été passés, on a décidé de peinturer jusqu'au niveau maximum du carburant dans le réservoir.
parce que c'est souvent dans le top des tanks comme ça que ça rouille ou ce qu'il n'y a jamais de diesel. Ensuite, on a créé un nouveau couvert pour le trou d'accès avec la succion haute et la succion basse pour la pompe de transfert. Le nettoyage du réservoir complété, il suffisait de ressouder tous les panneaux qu'on avait enlevés. Ensuite, on a continué avec un test de pénétrant et on a fait un test de pression d'air dans le réservoir avec un tube en U rempli de fluide. Ça permettait de savoir, de un, la pression qu'on avait dans le réservoir et de deux, de faire une sorte de safety valve au cas où la pression montait trop haute. Le fluide serait sorti du tube et la pression retombait à zéro. Avec un peu de savon, on a été capable de trouver un petit pénol qu'on a corrigé avec un peu de soudure. Ensuite, la pression était stable dans le réservoir et elle baissait plus. On a complété avec un petit sunblast du côté des soudures et un primer, puis tout ça était prêt. Pour protéger de la corrosion, on a mis une vingtaine de litres de diesel dans le réservoir. Là, on s'est fait piquer par un tank à fer. On s'est dit que tant qu'à avoir scrappé la peinture, c'était le bon moment de changer les derniers nipples des passe-coques qu'on n'avait pas encore changés. Et puis, tant qu'à faire, on s'est installé un pocket pour un deuxième profondimètre. C'était enfin le moment de ranger les soudeuses puis de commencer notre troisième gros projet de l'hiver, les vingrages. Ce qu'on a fait pour se faciliter la vie, c'est qu'on a pris du plywood russe, 3/8 de pouce d'épais, on l'a coupé en lisière de 5 pouces et on a passé sur le bantier avec une lame à dado pour faire des genres de clapboards qu'on aura utilisé pour faire le bordé. Pour vous donner une idée de grandeur, ça aurait pris environ 12 feuilles de venir complètes, 4x8, de ce merisier-là pour compléter l'intérieur du bateau. Après ça, on a tout huilé les plafonds avec de l'huile Tong et on a réinstallé le chauffage avec une nouvelle backing plate en acier qu'on avait créée parce que là, il commençait à faire froid dans le bateau. On a fait un petit peu de bricolage avec de l'aluminium pour se faire un escalier moins à pic que celle-là qu'on avait en bois. En parlant de bricolage, on a aussi créé tous les patrons qu'on a envoyés chez la couturière pour qu'elle fabrique les coussins. Là, c'était le moment de tout peinturer les murs en blanc. Après avoir rajouté ce qui manquait du rattan pour finir le frigidaire, on se lançait dans des petits projets de menuiserie un peu partout. Je sais que ça doit pas être intéressant de regarder des photos de quelqu'un qui est en train de construire des tiroirs, mais croyez-moi, c'est vraiment ces détails-là qui font que tout est long.
c'est venu le temps de faire la construction des millions de racks que ça prend dans un voilier. Là, c'était vraiment encourageant parce qu'on avait l'impression de faire l'installation finale des choses, comme la toilette qu'on a comme installée 1000 fois dans ce bateau-là. Avant de commencer le gros de la menuiserie, on a enlevé la vieille tank d'eau potable en acier galvanisé. On avait prévu la garder, mais finalement, on a choisi d'aller avec des tanks souples, Vetus. Donc, il a fallu faire un fond en plywood pour pouvoir que la tank soit pas percée par la coque. Et ensuite, on a fait une autre doublante par-dessus pour pouvoir mettre une deuxième tank souple par-dessus. Là, c'était le moment de faire un peu de plomberie. On a installé les lignes de remplissage des réservoirs et les différents systèmes pour la distribution de l'eau potable à bord du bateau. Puis là, soudainement, on a rajouté un membre à l'équipage. Oh, bravo mon chien. Bravo mon bébé. Premier caca sur le pont, bravo. Oh. Puis le jour J est arrivé. Comme promis, j'avais préparé un beau setup pour être sûr de ne pas échapper le moteur neuf. C'est avec beaucoup de soulagement que le moteur a fité parfaitement sur ses assises. On était dû pour un petit side project. Le vieux radeau de survie que j'avais acheté 100$ était dû pour une inspection. Et comme c'était pas pour un usage commercial, on a décidé de le faire nous-mêmes. On a fait l'inventaire de la trousse de survie. On a testé si la pression d'air restait dans les chambres à air pendant quelques jours. On s'est trouvé un endroit qui voulait remplir notre bouteille. On a remonté le mécanisme de déclenchement. Et comme il y avait des craques et des fissures dans la fibre de verre du couvert, on a fait du fibre de verre à l'intérieur. Un coup bien plié et remis dans sa coquille, il est prêt en cas de besoin. Comme les premières années, on n'avait pas d'enrouleur de voile d'avant. Le mât étant couché, c'était le moment parfait pour en installer un. Un coup fini avec les petits projects on the side, on pouvait commencer à installer le moteur. On a fait un connecteur d'échappement en stainless à la main et on a connecté ça avec les hoses d'exhaust. On a installé l'isolation sonore du moteur. On a fait 2 modules à diesel, un de transfert et de polishing et un de filtration pour l'arrivée du moteur. Et on a tout installé ça avec des hoses. Après avoir installé le panneau de contrôle, il suffisait de l'essayer. C'était vraiment un sentiment de déjà-vu. Ça sentait le neuf.
On continuait avec les projets mécaniques, comme remplacer le cutlass bearing qu'on avait enlevé avant l'hiver. On pouvait réinstaller l'hélice avec le nouveau shaft en Aquamet 22 qui devait être plus solide que le shaft 1 pouce en stainless d'origine et on pouvait réaligner le moteur. Jusqu'à maintenant, on avait utilisé temporairement des vieilles batteries de camion, mais là il fallait installer les batteries neuves AGM en leur faisant un rack. On aimait aussi la fantaisie d'avoir fait notre ancre nous-mêmes. Après les avoir fités sur le bateau et soudé un demi-pipe pour qu'ils reposent bien sur leur davier, on les a envoyés à la galvanisation à chaud. On a profité que le mât était couché pour faire quelques petits jobs dessus, comme installer toutes les marches de mât et une ferrure de bas-étais. On a changé la hose et les toupes dans le presse et toupe pour la mèche de gouvernail. Ensuite, on a reçu notre commande de coussins de chez la couturière. On a modifié un banc arrière de petit pick-up pour faire notre banc rétractable dans la wheelhouse. Il restait juste à mettre quelques couches d'antifouling de plus et on était prêt pour la mise à l'eau. Le pire là-dedans, c'était de retraverser le village encore une fois avec le bateau et de faire venir une grue sur le quai pour remettre le mât. C'est au petit matin, en se dirigeant encore une fois dans la rivière Kamouraska, qu'on a testé notre moteur pour la première fois. Encore une fois, tout s'est bien passé. Maintenant, c'était le temps de mettre le génois dans l'enrouleur et d'essayer tout ça. L'été 2021, on s'est promené dans le bas du fleuve un peu et on a monté le Saguenay jusqu'à Chicoutimi. L'été a passé super vite, puis c'était déjà le temps de ressortir le bateau de l'eau. Pour l'hiver 21-22, on avait décidé de laisser le bateau sur le quai à Kamouraska. Il a fallu réparer une roue de la remorque qui dégonflait. Et après avoir vidé le bateau et fait toutes les tâches normales pour l'hivernage d'un voilier, fallait déjà penser à faire de la petite maintenance sur notre moteur. Alors, on a changé les anodes sacrificielles et on a nettoyé l'échangeur de chaleur en plus de faire les changements d'huile du moteur et de la transmission. On a continué à apporter des améliorations au bateau, comme un système de détection de corrosion galvanique et un anémomètre. On a fait un rack en plastique pour tenir les bilges-pompes dans le puits de bouchon. Il restait de la petite menuiserie de base à faire, comme des racks dans la wheelhouse pour les jumelles ou rajouter des poignées en tech un peu partout dans le bateau. On avait aussi la table de la cuisine qu'on avait prévu de faire agrandissante.
C'était le temps parfait pour faire les petites améliorations qui allaient améliorer la vie à bord. C'était le moment parfait aussi pour faire un petit projet que j'avais dans le fond de la tête depuis longtemps. Prendre un osmose inversé d'urgence et de le visser sur un rack en stainless avec un moteur électrique d'essuie-glace pour pouvoir prendre l'eau de mer et créer de l'eau potable avec, mais électriquement, au lieu de avec une manivelle. Un coup, le Watermaker testé et fonctionnel, on y a fait un rack dans le fond d'un coffre de cockpit. Là, c'était le moment pour coudre tous les rideaux du bateau. On a préparé des petits rangements un peu partout, comme ce rack à épices dans la cuisine et ce rack pour mettre des bacs en plastique dans la salle de bain. Ensuite, on a rempli les bacs avec tous les morceaux de rechange que ça allait nous prendre pour faire le long voyage. On a fabriqué des petites corniches en teck pour empêcher l'eau de rentrer dans les blocs quand ils sont ouverts. Là, on est allé dans l'extrême overkill en préparant 2 cartables. Un avec tous les dessins techniques et tous les documents techniques du bateau, et le deuxième avec toutes les factures de construction, toutes classées. Là, il restait juste à faire la dernière couche de peinture dans les fonds du bateau, assembler le pont pour une dernière fois et donner la dernière couche de peinture sur le pont. À ces mois-ci de l'année, c'est quand même difficile à cause de la météo, mais il faut le faire avant la mise à l'eau, alors pas le choix. Alors, vous êtes pas mal à jour en date de mars 2022. Le bateau n'est pas réellement fini de construire, mais il reste une couple de gros mois de travail avant la mise à l'eau. Notre plan, c'est toujours de partir dans le sud à l'été ou à l'automne avec le bateau, dépendamment de la situation sanitaire, si ça nous le permet. Je ne le dis pas nulle part dans la vidéo, mais tous ces travaux-là ont été faits 1 mois sur 2 parce qu'on avait une job dans la marine marchande qui était 1 mois on, 1 mois off. Donc, c'est pour ça que les saisons avaient l'air de passer assez vite. Si je peux me permettre de donner un conseil à celui-là qui voudrait faire un projet similaire, ce serait de ne pas mettre à l'eau le bateau avant qu'il soit fini, complété, parce que c'est ça qui rallonge. D'avoir fait l'intérieur, disons 3 fois, j'ai fait du temporaire tout le temps du projet. C'est sûr que j'avais hâte de voir comment il flotte avant d'investir plus de temps et d'argent en faisant l'intérieur, mais il faut faire confiance, puis c'est pas nécessaire de faire flotter le bateau avant d'avoir fait l'uréthane, avant d'avoir fait les vingrages, tout ça. C'est mieux de le faire quand vous êtes encore dans la construction. C'est sûr que si c'était à refaire, il y a beaucoup de choses que je ferais différemment. Comme probablement que je changerais le moteur direct au début au lieu de mettre du temps et de l'argent dans l'installation d'un vieux moteur qui finalement ne faisait pas mon affaire. Mais je peux pas le regretter parce que je le savais pas. Aussi, probablement la tank à eau potable, je l'aurais changé direct au début au lieu d'installer la vieille tank en galvanisé puis me rendre compte après 2 ans que c'est pas bon le galvaniser dans l'eau potable pour les humains. Alors que la construction des Gona est achevée, je ferai une prochaine vidéo qui sera un tour guidé du bateau fini final. Je voudrais juste finir en faisant des remerciements spéciaux à tous mes proches, mes collègues de travail et mes amis qui m'ont entendu parler de ce projet-là puis qui devaient vraiment être tannés d'entendre parler, mais qui continuaient quand même à m'écouter. Un merci spécial à mes parents. Mon père qui était toujours là à toutes les fois que j'avais besoin d'aide, il était là puis il donnait son temps sans compter. Mon beau-père, mes beaux-parents, mais mon beau-père spécialement qui m'a aidé à faire tout l'intérieur. Il est venu m'aider pendant 1 semaine à faire le vingrage, l'intérieur en bois. Tous ceux-là qui ont contribué au projet en venant m'aider, ou ma blonde qui m'a aidé à 100% là-dedans, qui devait être tannée du projet, mais c'est pas grave, elle a tout donné, elle m'a toujours aidé le mieux qu'elle pouvait. J'aurais jamais été capable de faire ça toute seule, puis je le dis pas assez souvent, mais merci. Là, j'aimerais féliciter ceux-là qui ont écouté les 3 vidéos complets, malgré la petite musique vraiment fatigante, puis ma voix de gars qui a le COVID, qui est pris dans un hôtel à Halifax en quarantaine pendant 7 jours. Félicitations tout le monde.
tous ceux qui auraient des questions ou des commentaires, gênez-vous pas de nous contacter, que ce soit une question sur le budget ou une question technique. Ça va nous faire plaisir de vous répondre.